Aujourd'hui, 5e épisode de podcast, j'accueille une personne dont les travaux m'ont grandement aidé à réduire mon sentiment d'imposteur en tant qu'enseignant de la démarche Portfolio. Chercheur en sciences et éducation et plus spécifiquement sur les questions d'orientation et de la démarche Portfolio, chef d'entreprise, enseignant de la démarche réflexive, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Philippe Didier Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour Dylan. Grand plaisir de vous avoir sur ce podcast, très honoré. Pourquoi ? Parce que, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez mieux que moi, vous êtes une référence au niveau de la démarche réflexive. J'ai eu pas mal de collègues ingénieurs pédagogiques et enseignants qui m'ont remonté vos travaux et je leur ai dit, eh bien, figurez-vous que cette personne-là va venir partager son expérience sur un podcast et ils m'ont tous dit, vivement qu'on entende ça. D'accord. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais avant, est-ce que vous pourriez vous présenter simplement ? Me présenter en quelques secondes. Oui, comme vous voulez. Donc j'ai 62 ans, j'ai un parcours professionnel de 47 ans maintenant, 10 ans dans l'agriculture sur des postes de technicien et des métiers liés à l'horticulture, une dizaine d'années dans les métiers de l'industrie, essentiellement au niveau des démarches qualité et de gestion de production. Et ensuite, j'ai évolué vers les ressources humaines et en particulier vers la formation, l'ingénierie de formation, la formation ouverte et à distance. Je me suis spécialisé à travers mon travail de recherche à partir de 2005 à peu près dans la conduite de la démarche Portfolio. J'ai exercé en tout 14 métiers. Je suis en train d'apprendre mon 15e métier. Toutes ces transitions professionnelles, je les ai conduites par moi-même, en fait. Elles ne m'ont jamais été imposées. C'est la résultante de choix conscients et réfléchis avec des transitions régulières. Ce qui m'a amené à réfléchir finalement à ce qui formait mon propre portefeuille de compétences. Et je me suis interrogé, en fait, à travers ces transitions sur mais pourquoi est-ce que les employeurs ne demande pas le portefeuille de compétences de chacun, puisqu'on se transforme tous au fil de la vie, on enrichit nos compétences tout au long de nos expériences. Et pourquoi est-ce que c'est si peu pris en compte dans nos évolutions professionnelles ? Et donc, j'en ai fait mon sujet de recherche, ça a été l'objet de ma thèse et de la formalisation d'une démarche Portfolio, que je ne trouvais pas finalement de travaux complets, même venant du Québec, qui prennent en compte en fait toutes les dimensions de l'évolution d'une carrière conduite par soi-même au fil des évolutions et des décennies. Je précise que cela m'a amené en fait à intervenir dans l'accompagnement aux démarches Portfolio, essentiellement dans l'enseignement supérieur et professionnel. J'ai accompagné à peu près 4000 personnes adultes, jeunes adultes et de tous âges en fait, y compris des formateurs, des enseignants et des formateurs d'enseignants à la démarche Portfolio pour qu'eux-mêmes puissent l'utiliser dans leurs activités professionnelles. Et alors là, vous rentrez vraiment dans l'un des gros points, des gros problèmes qu'on peut rencontrer actuellement, notamment avec l'arrivée de l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur, principalement dans les IUT, se pose la question de l'enseignement de la démarche Portfolio. Et qui dit enseignement dit enseignant. Et qui va l'enseigner ? C'est une grande question. Mais peut-être avant de rentrer dans tout ce détail-là, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment cet univers, qu'est-ce qu'un portfolio et qu'est-ce que la démarche Portfolio ? Alors, il y a une définition courante admise à peu près par tout le monde sur le mot portfolio, qui provient un peu de son étymologie. Le mot serait né en Italie au moment de la Renaissance et de l'époque des premières banques, de la constitution des premiers prêts et emprunts. Donc c'est en fait, le mot portfolio est né avec l'économie capitaliste. C'est un peu drôle, mais en fait, à l'époque, le portfolio constituait un portefeuille de valeurs bancaires, c'est-à-dire de dettes, de reconnaissance de dettes et d'argent à rembourser en quelque sorte. Le mot portfolio a traversé l'Atlantique dans le monde anglo-saxon. Il est revenu en France à la fois dans le secteur financier où il est pas mal utilisé. Portfolio, c'est un portefeuille de valeurs financières, mais aussi dans le champ des ressources humaines, à peu près dans les années 90,
à travers des écrits de Marthe sans regret en particulier, pour signifier un portefeuille de compétences, pour être associé en fait à l'idée que chaque personne se constitue au fil des expériences de sa vie un ensemble de compétences qu'on peut formaliser sur des feuilles. Donc, portfolio, c'est ensemble de pièces, d'éléments, de traces qui constituent finalement des ressources ou des preuves de ces compétences. Le portfolio est très connu dans les métiers des artistes et des informaticiens, précisément sous cet angle-là, comme des recueils d'œuvres, comme des recueils de travaux qui permettent d'apporter la preuve de ces compétences. D'accord. Ça reste assez clair. Et maintenant, si on doit faire la distinction portfolio et démarche portfolio, qu'est-ce que c'est la démarche portfolio? Alors, la démarche, c'est l'expression un démarche portfolio. Moi, je l'ai assimilée en 2004 en discutant avec une enseignante de l'école des mines de Nantes qui s'appelle Annie Gézégou, où on avait à mettre en place une démarche portfolio auprès des doctorants pour les aider précisément à structurer l'ensemble de leurs ressources, y compris les compétences, pour conduire leurs recherches et celles qui sont en particulier développées à travers la recherche. Et le mot démarche est venu spontanément pour illustrer le fait qu'il s'agit d'un cheminement dans lequel l'individu s'engage. La démarche ne peut exister que si on marche, donc si on chemine, si on bouge, si on se déplace. Et la démarche en question est d'abord une démarche réflexive, c'est-à-dire une démarche de l'esprit, mais qui, au travers de la vie, entraîne aussi le corps, mais qui est d'abord une démarche de réflexion, c'est-à-dire de prise de recul sur ce qui fait valeur dans sa propre histoire, en quelque sorte. Donc, je réfléchis. La démarche portfolio, c'est réfléchir par soi-même, éventuellement avec l'aide de personnes autour de soi, sur ce qui fait valeur, ce qui nous a construit dans ce que nous avons réalisé dans notre propre vie. C'est donc une sorte d'analyse réflexive, biographique, qui s'applique aussi bien aux expériences professionnelles qu'aux expériences de vie au sens large. Et qui nous rappelle que quand on a 20 ans, on a 20 ans d'expérience. Quand on a 30 ans, on a 30 ans d'expérience. Quand on a 50 ans, on a 50 ans d'expérience. Quand on a 60 ans, on a 60 ans d'expérience, etc. Et que l'ensemble de ce capital peut faire l'objet d'une réflexion. Et ce qui est extraordinaire dans la démarche portfolio, c'est que quand on réfléchit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans les mêmes expériences, on arrive à en dégager, à en extraire de nouvelles ressources. L'expérience qu'on a vécue à 20 ans peut être analysée avec des regards différents à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Et ça montre en fait que la richesse du parcours d'une personne est exponentielle, elle est pas sommative en fait. Oui, en résumé, on pourrait dire que nous sommes la somme de nos expériences vécues et de l'importance qu'on veut y accorder. C'est ça, avec un caractère exponentiel, c'est-à-dire qu'on peut les composantes que l'on trouve dans ces ressources, en fait, elles se multiplient, elles ne s'ajoutent pas, elles se multiplient entre elles, en fait. Oui. Alors, c'est vrai que si on reprend ce que vous venez de dire, je pourrais avoir des collègues un peu tatillons qui pourraient me dire, mais Dylan, tout ça, c'est un peu de l'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est concrètement? Si on doit l'enseigner, en fait, si on doit enseigner cette démarche réflexive, cette capacité à construire son propre chemin et à suivre sa quête de sens, comment est-ce qu'on l'enseigne? Qu'est-ce que c'est comme enseignement? Alors, c'est là où je pense que le vocabulaire qu'on utilise est important. Quand on utilise le terme enseigner, on fait référence à un paradigme, à un mode de pensée où il y a d'un côté un sachant, de l'autre côté un apprenant, et entre les deux un savoir. On peut faire référence au triangle de Husserl, par exemple. La démarche portfolio, à mon sens, si vous permettez, ne s'enseigne pas, elle s'apprend en la faisant. Ce qui est extraordinaire dans cette démarche, c'est un peu comme quand vous apprenez à marcher, quand vous avez 18 mois, 1 an, 18 mois, quand vous apprenez à marcher, en fait, on n'enseigne pas la marche à un enfant. On l'accompagne dans les essais qu'il fait à
à mettre un pied devant l'autre, à construire son sens de l'équilibre avec l'ensemble de ses ressources cognitives et puis ce qui se passe entre ses deux oreilles pour gérer son équilibre, à sentir dans les muscles ce que ressent la jambe et les émotions qu'il y a qui accompagnent le fait de se mettre en mouvement, etc. Donc, je dirais plutôt qu'on accompagne la manière de réfléchir sa vie pour que la personne elle-même en dégage, en fasse ressortir et en partage les ressources, les acquis, les compétences, les valeurs ajoutées qui peuvent être utiles à lui-même et aux autres. Et aux autres dans le cadre professionnel ou dans le cadre associatif ou sportif ou autre. Oui. Ce qui est très drôle, c'est que là, ça remonte à la semaine dernière, j'ai enregistré un podcast avec un enseignant-chercheur qui a dû s'acclimater à la démarche portfolio pour l'enseigner. Et il a dit quelque chose dans le podcast qui était très, très fort. J'ai compris le sens et l'utilité de la démarche portfolio à partir du moment où j'ai commencé à l'appliquer à moi-même. Exactement. Et Exactement. On peut accompagner quelqu'un à apprendre à marcher que si on marche soi-même. Sinon, on ne sait pas où sont les points d'attention, où sont les points de vigilance, là où l'enfant ou la personne qu'on accompagne risque de tomber, anticiper les obstacles, dégager la vue, regarder droit devant soi. Toutes ces choses-là, si on ne les pratique pas soi-même, on peut difficilement aider quelqu'un d'autre à les apprendre. Et ça, ce qui en fait nous amène à une question qu'on s'était dit tous les deux en discutant au téléphone, que peut-être que cette matière, si on peut l'appeler matière, n'est pas justement en enseignement une matière comme les autres. Premièrement parce que vous avez dit, elle peut se co-construire entre l'étudiant et l'enseignant, voire même les étudiants et l'enseignant dans la classe. Et qu'est-ce qui la rend aussi particulière, selon vous? Ce qui la rend particulière, c'est qu'elle est centrée sur... elle n'est pas centrée sur le savoir ou sur un savoir tiers qu'on est capable d'isoler des individus. Elle est centrée sur la relecture qu'on peut apporter de sa propre vie et de ce qu'on peut en extraire. Quand on utilise le mot matière, je pense qu'il serait plus approprié de parler de discipline, mais au sens discipline sportive ou discipline musicale, par exemple. Au sens où c'est une façon de penser qui interroge l'action, que ce soit une réflexion dans l'action qui est en cours ou bien sur une action passée. Au passage, ça peut s'appliquer aussi c'est une réflexion qu'on peut appliquer aussi sur une action future que l'on projette. En ce sens, c'est plutôt un entraînement à réfléchir sa vie. Et si on peut parler de méthodes et outils qui sont transmissibles dans cette manière de réfléchir, il y a quelques outils comme la bioscopie, l'écriture biographique ou des techniques d'autobiographie raisonnée ou des techniques de description de l'expérience. C'est quelques outils qui sont relativement simples, en fait, qui permettent de structurer sa réflexion, sa pensée, de façon à en extraire les richesses, justement. Le mot richesse, ici, définit des ressources qu'on est capable de mobiliser pour rendre service à d'autres, pour se rendre service à soi-même et rendre service à d'autres. Autrement dit, gagner sa vie au travail, réaliser un geste professionnel ou bien vivre en paix en société avec ses amis, ses collaborateurs, etc. Je vois. Et alors, justement, dans ce que vous venez de dire, eh bien, cette démarche-là, elle nécessiterait quelque part de franchir un peu une frontière inconsciente du débat entre éducation, instruction, cette idée de dire moi j'ai un savoir, j'ai une connaissance, je forme des gens mais je ne les éduque pas. Et pourtant là on parle d'un concept très fort qui est l'identité personnelle, le rapport au monde, le rapport à soi. Et j'ai le sentiment, pour avoir échangé avec plusieurs enseignants qui s'y intéressent mais qui se disent est-ce que je franchis pas certaines limites? Est-ce que je franchis pas certaines barrières? Est-ce que je me sens pas trop à l'aise avec ça? Et ça, c'était précisément l'objet d'une discussion avec cet enseignant. Il m'a dit, mais j'ai l'impression, Dylan, quand je t'écoute,
que pour enseigner cette discipline, il faut que je revoie, il faut redéfinir le rôle et les limites entre guillemets que je m'étais fixé. C'est qu'initialement, je me voyais moi comme un enseignant qui enseignait une matière, une discipline au sens de matière, et finalement, je me rends compte que pour engager mes étudiants, je vais être obligé de repousser ces limites parce que sinon, ils vont rentrer dans un exercice scolaire. Sauf que je pense avoir compris que l'essence même de cette démarche, l'essence même de cette discipline, c'est tout sauf scolaire. Oui, c'est une réflexion qui est vraiment intéressante parce qu'il y a deux dimensions importantes à intégrer dans la démarche portfolio. La première, c'est la notion d'accompagnement, au sens où Maëla Paul l'a défini comme posture professionnelle spécifique, c'est-à-dire un ensemble de comportements qui consistent à faire en sorte que la relation qu'on entretient avec celui qu'on désigne comme l'apprenant, celui qui réalise sa démarche portfolio, ne soit pas intrusive ni jugeante. Il faut donc que cette posture professionnelle spécifique intègre un cadre éthique qu'il est plus qu'important de conscientiser. Moi, j'utilise un cadre éthique qui est extrêmement simple et qui, semble-t-il, a fonctionné dans 100% des cas. Je le résume à 3 lettres, CRE. C comme confidentialité, c'est-à-dire ce qui se discute entre toi l'apprenant et moi l'accompagnateur est confidentiel et ne concerne que le travail que nous faisons ensemble, moi en tant qu'accompagnateur, toi en tant que quelqu'un qui réfléchit sur sa vie. C'est R, le C c'est confidentialité, R comme respect, et le mot respect ici signifie très clairement non-jugement, c'est-à-dire quoi que tu exprimes, ce que tu exprimes ne passera jamais au filtre du c'est bien ou c'est mal, ou je considère que c'est bien ou que c'est mal. C'est tout court. Les choses que tu exprimes sont, point. Ça permet d'attraper les émotions, les éléments de mémoire, les éléments de fait qui traversent la vie d'une personne sans avoir à dire ça correspond à quelque chose d'important dans tel cadre référentiel et ça peut être utile pour tel employeur ou bien ça peut te nuire dans telle circonstance. Non, ça c'est la confidentialité garantit le fait que tout peut être dit et donc on peut attraper les faits et les faits deviennent objet de réflexion grâce à ça, grâce à cette sécurité du non-jugement. Respect donc comme non-jugement et E comme écoute et entraide. Le E de écoute signifie écoute active, c'est-à-dire que 100% de ce que l'apprenant exprime ou écrit ou dessine ou peint est porteur de sens. Le sens, on ne le trouve pas forcément tout de suite. L'accompagnateur, son rôle, c'était de poser des questions complémentaires si ce sens n'émerge pas tout de suite. Et le hub veut dire aussi entraide, dans la mesure où l'accompagnement, la démarche portfolio peut se faire aussi bien en relation interindividuelle qu'en petits groupes. Honnêtement, ça peut se faire aussi pour partie en grand groupe, mais c'est plus difficile à maîtriser, puisque la part d'intimité qui caractérise la relation apprenant-accompagnateur est quand même largement réduite en grand groupe. Oui. Donc, allez-y, pardon. Les 2 points clés pour moi qui caractérisent la manière d'appréhender cette discipline pour un enseignant qui voudrait accompagner à la démarche portfolio, vous voyez, je corrige automatiquement les mots, c'est accompagner, c'est être un accompagnateur. Donc, position basse ou position à la même hauteur que son accompagné, hein, pas de position haute, pas de position d'infériorité non plus. Hein. Accompagner, ça veut dire partager le pain, ça veut dire marcher à côté de son compagnon en quelque sorte. Hein. Donc c'est se mettre d'égal à égal pour pouvoir, dans la dialectique en fait, se comprendre mutuellement, s'hybrider comme dirait Gabriel Alperne. Et puis l'autre aspect, c'est que cet accompagnement, il est marqué par un cadre éthique qui garantit à l'apprenant le fait d'avoir un espace sécure de réflexion sur lui-même et sur son rapport à lui-même et sur son rapport au monde, de façon à ne pas avoir à subir les mitraillettes des discriminations, des jugements de valeur, des codes
des codes sociaux liés à un groupe social, etc. Et ça, c'est très important, en particulier à l'université, de créer cette zone de sécurité très particulière et qui, pour moi, font que ce n'est pas un enseignement, c'est un cocon. La séance d'accompagnement au portfolio doit être un cocon hyper sécurisé avec ce code CRE qui est vraiment facile à intégrer et que les personnes accompagnées, dès qu'elles en ont la connaissance, en fait, elles l'intègrent très facilement. Et Oui. ça règle beaucoup les potentielles situations conflictuelles entre apprenants aussi à l'intérieur d'une classe, entre guillemets. Il peut y avoir des personnes qui s'en veulent mutuellement. Ce cadre éthique, là, posé par l'accompagnateur, met tout le monde en sécurité. Et c'est peut-être ça, quelque chose qui est très difficile, c'est que vous venez de le dire, lorsqu'on arrive dans une classe en tant qu'enseignant, on arrive dans un groupe, on arrive au milieu de plusieurs clans, il peut y avoir des tensions. Donc, si en fait la confiance déjà établie entre l'enseignant et les étudiants, elle demande du temps, eh bien là où ce qu'on ne maîtrise pas forcément, c'est la confiance que les étudiants pourront avoir entre eux. Encore plus, je dis étudiants parce que peut-être que lorsqu'on atteint un âge un peu plus avancé, eh bien, on a un certain recul, mais aujourd'hui, on est dans une société du paraître, dans une société du jugement, dans une société de représentation. Et l'idée de venir prendre ce que l'on a dans les tripes, sur le cœur, le sortir aux yeux de tout le monde, et potentiellement nos camarades qui peuvent aussi être nos ennemis, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, et c'est peut-être, j'ai pas encore trouvé de remède miracle, parce que autant j'ai pris, je pense à des étudiants que je suis depuis maintenant 2 ans, ils ont compris que j'avais rien contre eux et que j'avais vraiment ces trois préceptes, donc confidentialité, respect, écoute. Mais eux, ils sont pas convaincus que leur père, ils ont forcément. Parce qu'en fait, quand on arrive en tant qu'enseignant, on arrive au milieu de querelles qui existent déjà pour des raisons diverses et variées. Et donc, si on arrive à avoir, on va dire, un cocon, c'est vrai, un cocon dans la classe, au moment où on sort de la classe, on retourne dans la jungle. Et ça, c'est pas forcément évident pour les étudiants. Oui, alors c'est vraiment une réflexion intéressante pour mieux gérer ces espaces de dialogue partagé. J'ai adopté souvent dans les groupes qui ont une taille plus importante, dès qu'on dépasse les 12-15 personnes, la séance pédagogique est animée avec 2 temps, on peut dire 3 temps. Le premier temps, c'est présentation par l'accompagnateur d'une manière de réfléchir je parle surtout de la biographisation, de la phase sur qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, avec une présentation des outils et la possibilité de choisir l'outil qui convient. Ensuite, une phase réflexive intime, je vais dire privée par rapport à public, qui permet à l'apprenant finalement de choisir son outil, sa posture et son mode de formalisation, son mode d'écriture de son histoire de vie. Avec en général un temps relativement libre, c'est-à-dire un temps d'interséance pour continuer ou compléter son travail d'écriture une fois qu'il a fait ses choix. Éventuellement, la possibilité d'envoyer son travail à son accompagnateur pour qu'il puisse réagir dessus et faire quelques commentaires, demander des précisions, etc. Et une phase publique de restitution synthétique, mais seulement la synthèse, sur un petit texte ou d'une façon ordonnée, de façon publique, pour que l'information qu'on veut transmettre à ses pairs soit filtrée pour pouvoir être acceptable publiquement, par un public, au sens opposition à privé. Alors, je vais donner des exemples. Dans la phase biographisation, la plupart des personnes ont vécu des épreuves, parfois des épreuves familiales, des deuils, parfois des agressions, etc., qui n'ont jamais été communiquées de façon publique et qui font évidemment remonter des émotions qui peuvent être que la personne peut ne pas souhaiter communiquer de façon publique. Donc ce travail de réflexion permet de se réapproprier
pour soi-même, finalement, il y a eu un passage difficile avec telle épreuve à ce moment-là, mais dans le message public qui sera communiqué par la suite, qu'on appellera la synthèse biographique, la personne décidera elle-même de ce qu'elle mentionne et de ce qu'elle ne mentionne pas. Et si pour elle, par exemple, le fait d'avoir subi une agression, de l'avoir surmonté en résilience, est un message fort qu'elle souhaite faire passer, elle pourra le mentionner à ce moment-là, mais de façon positive, c'est-à-dire comme épreuve qu'elle a surmontée, qui lui a apporté telle richesse dans sa vie. Et si elle ne souhaite pas le mentionner, elle n'en parle pas et elle passera à la description de l'étape suivante qu'elle souhaite mentionner. Ce qui permet en fait à la personne, à l'apprenant, de garder le contrôle, d'avoir à la fois la sincérité des faits d'un côté, en mode privé, en mode intime, et en même temps un message public qui lui est construit et qui est recevable dans un espace social ouvert, qui peut être la classe ou qui peut être un employeur si fait un résumé de sa vie à son employeur. Voilà, donc en fait, réfléchir à l'intérieur de sa séquence pédagogique ou de ses séances pédagogiques, des moments privés et des moments publics, permet de faire le tri finalement de ce qui peut être réfléchi et regardé par rapport à ce qui peut être dit ou rendu public pour conduire sa vie professionnelle, puisqu'on vit aussi dans un espace social. Et cette articulation-là, ce qui est important, c'est que elle soit contrôlée par l'apprenant lui-même. Puisque c'est une prise de pouvoir. Là, on rejoint le pouvoir d'agir. Donc, on voit bien que l'enseignant, par rapport à cette démarche-là, il doit être facilitateur, mais surtout ne jamais juger quoi que ce soit. Éventuellement, il peut conseiller une thérapie s'il se rend compte qu'il y a quelque part de la souffrance qui est restée ou des choses comme ça. Mais il ne peut pas intervenir sur ce contrôle. Et une personne qui ne veut pas exprimer quoi que ce soit et qui ne veut rien rendre public, en particulier d'éléments de vie privée, ça doit être respecté. Oui. Et c'est soi-même qui doit décider de ce qu'on rend public ou pas. Oui. Et ça, c'est des choses auxquelles je m'étais rendu compte moi-même dans l'enseignement. Et je me suis même aussi appliqué autre chose. Je crois qu'on en avait déjà discuté, mais vis-à-vis de mes étudiants, le principe d'exemplarité est quelque chose d'assez important. Et justement, il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir une personne qui accompagne ou un accompagnateur déshumanisé. Et justement, lorsque je peux demander, lorsque le contexte de classe incite à s'ouvrir, eh bien, il m'est arrivé parfois aussi de montrer que moi, en tant qu'être humain, avant d'être enseignant, moi, en tant qu'être humain, j'étais capable de m'ouvrir, que moi aussi, en fait, avant d'être un enseignant et toutes les barrières qui s'imposent, j'étais un être humain qui avait ses fragilités, ses vulnérabilités, et que j'étais en fait au clair avec ça et que j'étais capable d'en parler afin de presque quelque part d'apaiser l'atmosphère. Et ça, c'est une étudiante qui m'en avait beaucoup parlé, qui m'a dit, mais j'ai vu la différence au fil du temps avec toi, Dylan, c'est que j'ai compris que tu étais capable d'écouter et que tu avais une forme d'humanité. Et à partir de là, j'ai osé te dire des choses que je n'aurais pas osé de prime abord. Et quand je lui ai posé la question, mais alors qu'est-ce qui t'a donné cette intuition d'humanité? Elle m'a répondu, ben, parce que tu avais l'air d'être quelqu'un comme nous. Et ça, c'est tout bête, mais le comme nous, je l'ai interprété de cette façon-là. C'est très fort, en fait. Oui. Moi, j'ai vécu des moments ce que tu racontes là me rappelle des moments extraordinaires vécus avec des promos où, en phase de restitution d'un travail de synthèse biographique, par exemple, je rappelle le cadre, c'est RE. Rien de ce qui se dit ici ne sort de cette salle. Qui veut prendre la parole pour lire ou raconter sa synthèse biographique. Et comme l'espace de sécurité a été construit, vous avez à ce moment-là, vous entendez des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs dans des relations avec d'autres, parce que il y a eu réflexion, il y a eu synthèse, il y a eu construction, il y a 1000% de valeur ajoutée dans un texte de 10 lignes. En plus, moi, j'impose un format proche de 10 lignes pour que l'essence même de la personne transparaisse au travers de chaque
mot dans son écriture ou dans son récit, dans son mini-récit. Et là, vous avez des révélations de singularité. Vous avez en quelques secondes, il faut 10 à 20 secondes pour lire une synthèse biographique, pour raconter sa synthèse biographique. Vous avez en fait des histoires de vie en haute condensation qui traversent en fait qui vous traversent en fait, tout simplement. Oui. Mais Oui. du point de vue de la singularité de la personne, c'est-à-dire que la personne à cet instant-là, elle apparaît plus comme un apprenant dans un groupe, mais comme une personne totalement unique au monde à travers ce qu'elle a vécu. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça fait des révélations inouïes qui sont à 10 000 lieues de ce qu'on ressent dans un CV, en fait. Oui, d'une part. Et le pire, c'est que, enfin le pire, ou le mieux, quand on a cette chance d'être accompagnateur, c'est que vous allez avoir accès à une authenticité de la personne que ses proches n'ont peut-être jamais vue. Oui, je confirme. Je confirme. C'est vrai que cette démarche-là permet à la personne d'être sincère avec elle-même. Et comme elle est en espace de sécurité, elle sait qu'elle ne risque rien. Et donc, elle se met en phase, en vibration avec elle-même, en fait. Elle cesse de jouer un jeu d'acteur, soit un jeu d'apprenant, soit un jeu de papa, soit un jeu de maman, soit un jeu de collègue. Elle devient juste elle-même. Et ça, c'est extraordinaire parce que ce qui se produit à cet instant-là, c'est que la personne se recentre sur sa vibration fondamentale, sur sa vibration d'âme, sur ce qu'elle est elle-même. Et ça va lui servir de point d'appui pour tout ce qu'elle va redéployer par la suite, en fait. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Cette espèce de recentrage, on appelle ça s'aligner avec soi-même ou se sentir aligné. Ça sert vraiment de point d'appui pour se réorienter, se repositionner dans son rapport à soi et dans son rapport aux autres et dans ses projets. Oui. C'est tout bête, mais pour la petite parenthèse, ce matin, j'ai enseigné pour la première fois la démarche portfolio, la démarche réflexive, à des buts informatiques en première année. Parce que justement, l'expérimentation, c'était les acculturer à ça. Moi, je suis principalement au réseau télécom, et là, les enseignants du département informatique m'avaient demandé d'intervenir. Ils ont trouvé des volontaires, des étudiants volontaires en pleine période de partiel, un peu récalcitrants et qui n'avaient pas forcément envie de le faire. Et on a eu 2 séances. Et à la fin, il y avait eu une étudiante qui m'a dit, mais en fait, monsieur, la démarche portfolio, ça fait du bien. Et j'ai souri et je dis oui, parce que c'est vrai que de prime abord, on peut penser outil numérique, parce que dans leur esprit, c'était prendre un tableau et cocher des cases dedans. C'est un peu l'outil du portfolio, c'est un peu l'image qui renvoie. Et ce que je leur expliquais, mais vous vous rendez compte que tout ce qu'on vient de faire, cette introspection, eh bien, le portfolio, l'outil, il est censé formaliser tout ça. Donc, si on vous présente juste l'outil et pas tous ces moments d'introspection, c'est ce qu'on appelle ces analyses réflexives, eh bien oui, on arrive avec quelque chose de vide, de creux, d'impersonnel, alors que c'est la démarche portfolio, le portfolio, c'est censé être idéalement tout l'inverse. Et là, ils se sont dit, mais en fait, c'est cool. Et j'en dis, bah, évidemment que c'est cool. À partir du moment où on peut faire tout ça, évidemment que c'est cool. Mais il y a une forme à la fois de méconnaissance. Et quand je dis méconnaissance, c'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on est tous ignorants. Et là, c'était vraiment une forme de méconnaissance. Et même l'enseignante qui a participé aussi pour voir ça, elle s'est dit, ah oui, c'est comme ça. Et c'est ça. Donc là, je pense que tous vos travaux de recherche et tous les enseignements qu'on peut faire, eh bien, j'ai l'impression que c'est pas toujours évident de montrer ce qu'est réellement la démarche réflexive. Parce qu'on a parfois des injonctions institutionnelles, on a aussi des modes, le portfolio, le e-portfolio, les outils numériques aujourd'hui ont la mode, à quelque part presque dénaturer ce qu'est réellement la démarche réflexive. Parce que avant d'être, comment on appelle ça, avant d'être un outil, avant d'être une vitrine, c'est avant tout une connexion de l'individu à lui-même. Et ensuite, idéalement, à autrui. Ce qui est magnifique. Oui, je confirme le suroutillage de la démarche portfolio, en particulier avec des outils informatiques imposés, qui s'imposent à l'apprenant, ont tendance en fait à
la scolariser, entre guillemets, à en faire une sorte de mécanique de rapport où l'étudiant aurait à produire quelque chose pour plaire à ses enseignants, pour avoir une bonne note. C'est pour ça que je déconseille fortement à ce que la démarche portfolio soit un enseignement classique noté dans le cadre classique des modes d'évaluation à l'université, mais plutôt une pratique, une discipline, une pratique validée. Donc, valider ne veut pas dire noter. Valider par un principe très simple, c'est oui ou non. Et le oui, il dit oui, je reconnais, moi, ton accompagnateur, que tu as fait les efforts de réflexion qui sont nécessaires pour tirer les bénéfices que tu as souhaités de la démarche portfolio, ou bien non, tu n'as pas fait le boulot de réflexion. Et c'est tout, et rien d'autre, sans aucun autre jugement. Puisque en fait, le véritable enjeu, c'est de faire découvrir à l'apprenant tout ce que tu viens de raconter, à savoir que la démarche portfolio, c'est d'abord apprendre à se faire du bien à soi et même comprendre comment on peut réfléchir sa vie tout au long de sa vie. C'est-à-dire le véritable apprentissage de la démarche portfolio, l'enjeu de l'apprentissage de la démarche portfolio au lycée, au collège, c'est un peu tôt, mais au lycée et à l'université, dans l'enseignement supérieur, c'est plutôt de armer l'individu d'un savoir réfléchir sa vie qui lui permettra de conduire sa carrière et les transitions de carrière qui vont se présenter à lui, puisqu'il faut travailler maintenant une bonne 50aine d'années. Et ensuite, une fois qu'on a acquis ces réflexes, ces apprentissages réflexifs, on peut les appliquer plus largement à sa vie personnelle, ses loisirs, sa vie sportive. Ce sont des vases communicants. Exactement. C'est des questions qui sont très simples, de toute façon. Hein. C'est qu'est-ce qui me rend heureux? Pourquoi je n'ai pas été heureux dans telle situation? Qu'est-ce qui a fait que j'étais vraiment heureux dans telle réussite ou dans tel exploit ou dans tel accomplissement? Et pourquoi, dans tel autre contexte, ça n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas été content, etc. Quand vous décodez tout ça, ben, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle situation, finalement. Oui. Ça ressemble un peu, en analyse du travail, aux analyses des situations critiques qu'on utilise pour dégager les compétences majeures, par exemple. Sauf que là, on évite d'attendre que la situation devienne critique pour se poser toutes ces questions. Exactement. La démarche portfolio, quand on l'a assimilée, on peut la redéployer en quelques secondes. J'exagère à peine. Hein. Le matin, quand on se lève, on peut se poser la question, est-ce que je suis content d'aller au boulot? Je vous jure, je l'ai fait ce matin. Est-ce que je suis content d'aller au boulot? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment il faut que je régule ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je bouge dans un sens, dans un autre, etc. Et les questions qu'on se pose pour un projet professionnel, en fait, une fois qu'on est habitué à se les poser, on est capable de le faire à n'importe quel moment, quand on prend le train, quand on attend dans une file d'attente chez McDo son burger, etc. etc. Et ça, c'est une vraie force, puisque ça vous met en pouvoir d'agir sur votre vie tout au long de la vie et absorber des chocs comme des licenciements brutaux ou bien des changements de situation au travail que vous n'aviez pas prévus. Et ça permet d'envisager la vie d'une façon beaucoup plus sereine parce que vous savez que vous avez le pouvoir de vous repositionner facilement et de mettre à distance aussi les émotions qu'on ressent quand on en reçoit à l'occasion des accidents de la vie, en quelque sorte. Oui, nous rendre capables de naviguer par vents et marées tout en maintenant notre cap. Oui, c'est-à-dire que l'expression que vous avez citée, ah mais la démarche portfolio, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien au moment où on apprend à la faire, où on la découvre, mais ça fait du bien tout au long de la vie. Ça aide à, moi j'appelle ça piloter sa navigation professionnelle tout au long de la vie. Oui. Et c'est des choses très, très, très importantes. Et en plus, l'exemple que vous avez cité, justement, est-ce que j'ai envie de me lever ce matin? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais ce matin? C'était quelque chose que j'avais posé comme question, parce qu'à un moment donné, quand l'étudiant nous fait la démonstration de sa compétence, tu vois, OK, tu sais faire ça.
tu as validé tes apprentissages critiques, tu as ta compétence, d'accord. Mais une question plus poussée maintenant, c'est est-ce que tu es prêt à te lever tous les matins pour faire ce genre de truc? Est-ce que tu es prêt à aller au boulot, à te mettre devant ton PC sans râler? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu t'emmerdes pas à faire ça? Parce que tu peux être compétent et pour autant t'emmerder. C'est ce que Gay Hendricks a appelé le piège de la zone d'excellence. Tu fais des trucs dans lesquels tu es très bon, mais dans lesquels tu as l'impression qu'une partie de toi se meurt. Oui. Et donc, il faut arriver à le conscientiser. La démarche portfolio peut être là pour ça. Et ensuite, il faut avoir cette notion qui est le courage. C'est le courage d'assumer ses choix. Et ce qui n'est pas évident. Je dis le courage parce que justement, c'est pas évident. Le courage, il s'exprime quand on est face à une peur et quand on choisit de surmonter la peur. Et autant les étudiants ont ces peurs aussi. Je pense que j'en ai aussi. Tout le monde en a. Donc, la notion de courage est très, très importante pour arriver à conscientiser et assumer ses choix de vie, ses envies de vivre. On peut prendre un exemple. Je ne me plais pas dans mon boulot, je le sais, ça me casse les pieds, etc. Mais je n'arrive pas à bouger. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là en cours de carrière. La démarche réflexive, ça aide à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire, mais pourquoi je n'arrive pas à bouger? Est-ce que j'ai un besoin de sécurité qui fait que je ressens plus de risques que à bouger qu'à rester? Comment je mets mon équation d'équilibre entre le besoin de sécurité et le besoin de m'épanouir autrement? Et mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais bouger plus facilement en mettant plus de choses du côté de la balance où je pourrais m'épanouir plus? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui ferait que je sois en sécurité même si je bougeais? Vous voyez, toutes ces questions-là, en fait, on peut les déployer en finesse. En se faisant accompagner, c'est plus facile, mais on peut apprendre à se poser ces questions-là au fur et à mesure de l'avancement dans la vie. Et quand on n'y arrive pas tout seul, il ne faut pas hésiter à se faire aider par un coach, un bilan de compétences, un accompagnateur à la démarche portfolio ou n'importe quelle autre aide, en fait. N'importe quelle personne qui joue un rôle de miroir sincère de notre propre questionnement est toujours la bienvenue pour évoluer. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que le miroir, vous avez utilisé le terme miroir. Quand je travaille en tant qu'ingénieur pédagogique et que j'accompagne les enseignants, je leur dis souvent que moi, mon rôle, c'est d'être un miroir réflexif pour vous. C'est de poser des questions bêtes, en fait. Je passe mon temps à vous poser des questions bêtes, mais parce que c'est mon rôle. Et je trouve que cette phrase est très juste. Être un miroir réflexif pour ses apprenants, c'est la fonction première de l'accompagnateur. Réflexif, non déformant, non jugeant. Oui. Oui, le miroir qui respecterait vos 3 piliers, confidentialité, écoute et respect. D'ailleurs, réfléchir signifie renvoyer une image. Non, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Et ce qui m'amène à une question, alors que je voulais en parler avec vous, et on va en profiter sur ce podcast. Une grande question, c'est: la classe est-elle le seul et le meilleur endroit pour faire de la démarche réflexive ou de la démarche portfolio? C'est une question intéressante parce que dans le contexte universitaire, c'est difficile d'imaginer des activités pédagogiques en dehors d'une salle de cours, d'une salle de classe, d'une salle de TP ou d'un amphi. Moi, je trouve que cette question-là, il faut la renvoyer à chaque fois à l'accompagnateur de la démarche portfolio. Moi, mon point de vue, c'est que dans la mesure où il s'agit d'aider à s'approprier une manière de réfléchir sa vie, une démarche d'introspection, une démarche de construction et de reformalisation de sa valeur professionnelle en particulier, cette activité-là, on peut la mener un peu partout, dans sa salle de bain, dans la salle à manger, au café, en randonnée quand vous marchez avec un petit groupe, en faisant des pauses réflexives en commun, par exemple. En petits groupes, en groupe de taille moyenne. En amphi, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut une technique d'animation très spéciale. En amphi, j'ai jamais vu faire. J'ai fait moi avec 100 personnes, mais c'est très compliqué d'impliquer 100 personnes sur le même. C'était sur vraiment la formalisation d'une compétence. C'était pas sur la démarche biographique. Donc, dans tout endroit où en fait on peut aider à la réflexion, à condition que les éléments de sécurité et d'éthique soient respectés. Donc, pour moi, il ne faut pas hésiter à créer des tiers-lieux de réflexion qui facilitent, en particulier chez les étudiants à l'université, ce décalage de posture
qui leur permet de rentrer dans une relation d'humain à humain, dans une forme d'altérité d'égal à égal avec l'accompagnateur, à condition que l'accompagnateur, bien sûr, soit dans la posture adéquate. Donc pour moi, pas de souci d'organiser ça. Là, je suis dans la cafétéria, d'organiser ça dans la cafétéria du restaurant universitaire ou au café du coin si le groupe peut s'isoler, ne pas gêner les autres clients du café, etc. Ou sur la pelouse de l'université ou dans un week-end spécial qu'on organise avec les étudiants pour réfléchir à la valeur ajoutée de sa vie, si on veut faire ça en mode, aller dans un tiers-lieu qui n'est pas l'université. Oui. En tout cas, tout ce qui favorisera la compréhension par l'étudiant que ce n'est pas un cours classique, mais qu'il s'agit de se réapproprier une sorte de compétence à réfléchir sa vie pour conduire sa vie plus en sécurité dans les années qui viennent, sera le bienvenu, à condition, encore une fois, que le système universitaire accepte de ne pas noter ce travail. Pour moi, oui. je vais le redire, j'ai été obligé de le faire. Hein. Malheureusement, je n'avais pas toujours le choix, mais être obligé de dire ton travail vaut 17, 18 ou 19 ou 15 ou 3, c'est une façon comme une autre de tuer la valeur ajoutée de la démarche portfolio parce que l'étudiant est intelligent. Oui, et stratégique. Et stratégique, exactement. Il se dit, qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande d'avoir une bonne note, donc je me calibre pour avoir une bonne note, et donc je passe complètement à côté de la démarche. Malheureusement, il y a très peu d'enseignants qui comprennent ce phénomène. Évaluer n'est pas noter, noter n'est pas évaluer. Et la démarche portfolio demande simplement à être validée par son accompagnateur sous la forme, oui, tu as fait l'effort de comprendre ce qu'était la démarche réflexive et ce qui est important pour que tu apprennes à conduire ta vie professionnelle, ou non, tu n'as pas fait cet effort-là. Voilà, c'est tout et rien d'autre. Après, le reste appartient à l'apprenant et aux responsabilités qu'il a vis-à-vis de lui-même pour conduire sa vie. Oui. Ça, c'est très, très important. Noter n'est pas évalué. C'est pas pris en compte par les responsables, ou très mal pris en compte par les responsables de formation, mais c'est à mon avis à re-questionner à chaque fois. Et puis quand vous êtes accompagnateur, que vous êtes obligé de donner des notes, il faut expliquer ce qu'on fait au niveau de la validation auprès des étudiants, c'est-à-dire je vais vous mettre telle note, mais comprenez que je me fous de la note, que ce qui m'importe, c'est que vous ayez réfléchi à telle chose. Voilà. Ça, je leur dis très souvent, que si je pouvais ne pas leur noter, je ne les noterais pas. Et que les fois où on a eu, parce qu'à l'UT, au semestre 5 et 1, on n'est pas obligé de les noter, et ben je le fais pas et j'explique à chaque fois. Et même eux, parfois, les étudiants me disent, oui, mais vous savez, monsieur, si vous ne notez pas, on fera peut-être pas le travail. Et je leur dis, mais justement, au moins, ça, ce sera un acte authentique et honnête. Et moi, j'ai envie de vous engager honnêtement là-dedans. Votre côté scolaire, c'est pas le truc qui m'intéresse. Oui. Et à ce propos, ce que je voulais vous partager justement, c'est que tout ce que vous venez de dire, ça vous mettez le doigt dessus. Je me suis fait, quand vous en avez discuté au téléphone, est-ce que la salle de classe est le meilleur endroit ? Pas forcément. Et donc, j'ai eu à un moment donné un étudiant qui récemment est venu me parler, qui m'a parlé de certains de ses problèmes qu'il pouvait avoir vis-à-vis du rapport qu'il a au corps. Et donc déjà, je me dis, quand quelqu'un vient faire ça, je me dis, un grand courage. Il faut lui tendre la main. Il m'a demandé, mais monsieur, est-ce que vous qui faites un peu de fitness, est-ce que vous pourriez m'aider ? Et je lui ai dit, mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait justement montrer, on pourrait tourner une vidéo et montrer qu'on peut utiliser la méthodologie d'analyse réflexive dans un autre contexte. Et c'est ce qu'on a fait vendredi dernier. Vendredi ou jeudi dernier, avec justement l'étudiant en question, et deux autres étudiants qui nous ont aidés à tourner, qui l'ont aidé à donner du feedback. Et c'était vraiment une séance qui était géniale parce qu'il y avait une espèce de phosphorescence. Ils étaient dans la réflexivité, mais authentique, à se poser des réelles questions parce qu'il y a eu ce réel intérêt. Et il y a eu vraiment cette sensation, ce que j'appelle cet oxygène. Et quand je les vois, en fait, même interagir entre eux et qu'il y a cette espèce d'oxygène, cette ambiance très aérée,
ben, j'ai eu envie de me poser et de contempler, et c'est quelque chose d'extrêmement agréable. C'est très fort. Et là, je me dis, ben oui, on a réussi parce que justement, on a enlevé ce carcan scolaire, mais tout en gardant la posture que vous venez de dire, l'accompagnateur avec les trois piliers, CRE. Et même les étudiants ont compris, parce qu'ils ont, les deux personnes qui ont accompagné cet étudiant qui découvrait l'univers du fitness, ils ont compris ça aussi. Et ça, c'était quelque chose de très très fort. Alors, on va publier la vidéo dans 1 ou 2 semaines. Là, je travaillais dessus il y a pas longtemps. Faut arriver à montrer justement que quand on parle de démarche réflexive, on ne parle pas uniquement d'un bout de papier ou d'un outil sur le web. On parle de la vie, en fait, de la vie, du mouvement. Il y a du mouvement qui est caractérisé que la vie qui est caractérisée par le mouvement. C'est quelque chose de très très fort. Et à côté de ça, il y a eu aussi une autre expérience. C'est un enseignant de communication qui a ouvert un concours d'éloquence pour son département, et je lui ai dit, ben moi, je peux peut-être te trouver des personnes d'un autre département, et il y aurait un nouveau département dans ce concours. Et donc, j'ai pris deux étudiants volontaires, et je leur ai dit, ben, si vous faites ça, pas besoin de faire la note, pas besoin de faire une évaluation, de me rendre un devoir écrit pour la démarche portfolio, parce que ce que vous allez faire sera tellement transformateur que vous aurez réussi. Et ce concours d'éloquence a eu lieu le 4 avril, donc j'ai eu l'occasion de les suivre de A à Z. Et la transformation à laquelle on assiste, c'est magnifique, c'est pas le mot, mais on les voit grandir en fait. Et quand en tant qu'accompagnateur, on voit les gamins grandir et on les voit en fait se transcender sur scène, on se dit mais c'est juste génial. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux? Ce que disait Alfred Adler, ce sentiment de contribution à la communauté qui nous drive, c'est celui-là. Et je me dis, mais ils ont réussi. Et s'ils gardent ça alors dans leur esprit, ils pourront soulever des montagnes et traverser par n'importe quelle tempête en mer. Ouais, j'ai pris l'habitude au fil des années de conserver les témoignages, souvent par mail ou par lettre. Je pense que j'en ai accumulé près de 200. À chaque fois, le sentiment qui est évoqué après une démarche portfolio et son aboutissement, qui est souvent un repositionnement professionnel qui a réussi, c'est l'immense satisfaction d'avoir transcendé quelque chose en soi-même dans son rapport au monde en général et en particulier dans son rapport au monde professionnel. C'est vraiment c'est plus que la transformation de soi, c'est une transformation de soi qui permet de transformer son rapport au monde et qui permet de mieux s'accomplir et mieux trouver sa place dans la société en quelque sorte. C'est ça, si je résume en fait le contenu essentiel, c'est vraiment ça qui ressort. Moi je dirais ça autrement, c'est que finalement ça nous aide à être plus humains et à mieux vivre en société et à être mieux à notre place dans la société que nous construisons. Oui. Oui, parce que c'est dans l'authenticité de nos rapports à autrui que l'on peut créer de belles relations. J'avais justement un étudiant qui me dit « Ah, mais cette personne-là, en fait, il est sympa. » Mais oui, il est sympa. Oui, oui, évidemment, il est sympa. Et là, ce qui est très drôle, c'est que parfois, j'ai l'impression que depuis très jeune, cette habitude a l'air de venir en bas âge, c'est que les êtres humains sont habitués à ne pas être eux-mêmes. Mais alors ce que je vous dis là, j'ai pas de certitude, c'est des intuitions. Et quand j'écoute des étudiants, quand ils me parlent de leur vécu, je me dis, mais oui, en fait, ce fonctionnement qu'ils ont là, il est entériné depuis des années, et que nous, quand on arrive dans le supérieur, ils ont quoi? Ce sont des enfants qui ont entre 18 et 20 ans. Il s'est déjà passé pas mal de choses. Oui, on apprend dans la famille, dans l'environnement social, à l'école, à bien se comporter, à bien penser, à bien apprendre, etc. Et donc, on engrange, entre guillemets, on s'imprègne de façons de penser dont on s'aperçoit plus au bout d'un moment que ils répondent à des codes sociaux, à des attentes sociales. Alors, c'est particulièrement vrai à l'adolescence pour se socialiser, mais on garde une partie de ces façons de penser tout au long de la vie.
Pour être bien payé, il faut être ingénieur, quoi, par exemple. Hein. C'est encore un moteur qui existe, en fait. Pour bien gagner sa vie, pour être heureux, il faut un bon poste dans une bonne place. C'est ce que me disait ma grand-mère, par exemple. Oui, oui. Ça m'amuse toujours. La pauvre, si elle avait connu mon propre parcours professionnel, elle serait complètement perdue. Oui. Donc, la démarche du portefeuille de compétences, elle permet de réinterroger ces schèmes, ces modes de pensée stéréotypés, standardisés, et de se re-questionner sur finalement qu'est-ce qu'on pense vraiment pour soi-même et qu'est-ce qu'on pense qu'il y a de mieux dans son rapport au monde, dans ce qu'on doit faire évoluer. C'est vraiment d'une grande puissance, puis ça peut s'élargir au-delà du champ professionnel à la vie sociale en général, et en ce moment, c'est particulièrement d'actualité. Oui, on vit dans un monde qui a l'air d'être caractérisé, en tout cas quand je dis le monde en France, qui est caractérisé par un certain manque de repères, parce que tout être humain, même tout animal, tout individu a besoin de repères pour se situer dans le temps, dans l'espace, dans la chaîne alimentaire, dans l'ordre social, et lorsqu'on veut enlever plein de repères, donc on les change très régulièrement, mais on peut avoir l'impression de perdre pied. Et la grande question, c'est comment nous accompagner ces jeunes, comment accompagner ces étudiants, mais aussi ces enseignants, puisqu'au final, si aujourd'hui la démarche réflexive est aussi difficile à mettre en place au sein des équipes pédagogiques, c'est parce qu'il y a aussi une forme de réticence, une forme de peur, une forme peut-être d'ignorance, d'incompétence, toutes ces choses-là à la fois, qui est révélatrice en fait d'une certaine vision de la société, parce que si justement ces choses-là peuvent paraître un peu ésotériques, c'est peut-être qu'au fond les enseignants n'ont jamais été acclimatés ou acculturés, et peut-être dans leur vie de façon générale. Oui, absolument. Je pense qu'il y a une difficulté pour la démarche portfolio de trouver sa place dans l'enseignement supérieur, qui vient du fait que c'est une démarche qui est finalement assez récente, hein, puisqu'elle s'est beaucoup développée au cours des 20 dernières années. Il y a énormément de cursus qui intègrent des démarches d'évaluation qu'on appelle portfolio, avec des formes assez différentes dans le milieu médical, dans les écoles d'ingénieurs. Pour moi, il y a une clé importante, c'est d'intégrer le fait que pour un enseignant qui voudrait accompagner à la démarche portfolio, il me semble essentiel qu'il pratique la démarche portfolio pour lui-même, alors possiblement en se faisant lui-même accompagner par une personne qui a la juste posture, non pas sous la forme d'une formation classique, mais vraiment comme une sorte de... Un accompagnement ? Oui, d'un accompagnement, mais comme opportunité de développement professionnel. Avec les possibilités, et si possible même avec les possibilités de décalage du tiers-lieu, les logiques de tiers-lieu, de faire en dehors de la classe pour se rendre compte finalement que ce qui se joue, c'est pas dans le champ des savoirs, mais c'est dans le champ de la connaissance de soi ou de l'être. De l'être, voilà, de la reconstruction de soi ou de la relecture de soi autorisée. En fait, pour s'imprégner aussi de la posture, de l'éthique, de la disposition d'esprit et de l'absence de rapport au savoir particulier, en fait. Je parle de savoir académique, là. De l'absence, il n'y a pas d'enjeu de savoir académique, en quelque sorte. On peut enrichir sa réflexion avec des savoirs académiques qui concernent les neurosciences, le rapport à l'autre, qu'est-ce que c'est que l'altérité, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement, tout ça. Il y a beaucoup de littérature très riche et très intéressante sur le sujet, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de ressentir en soi les transformations profondes que provoque la réflexion sur soi et de s'approprier les outils qui nous conviennent, qui nous conviennent à soi en tant que futur accompagnateur, ou qui ne nous conviennent pas.
parce qu'on a tous finalement notre propre registre cognitif, notre propre registre émotionnel. Et par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas tracer une ligne de vie et puis positionner dans le temps, de façon chronologique, les événements sur une ligne de vie, mais qui préfèrent utiliser le langage, le texte, l'écrit, les mots, le vocabulaire. Pour moi, il n'y a pas de souci avec le choix des outils, pourvu que ça corresponde au mode de fonctionnement de l'accompagnateur et que ça corresponde aussi à son public. D'accompagner. Un des points essentiels, c'est de ressentir ce que produit la démarche Portfolio pour rester ensuite dans la posture d'humilité qu'elle implique. Et donc, oublier les savoirs pour faire émerger l'être qu'on est et l'être que sont les autres quand on sera devenu accompagnateur. Chacun ayant la liberté, la possibilité, à travers les outils, le guidage dans la réflexion, de faire advenir l'être qu'il souhaite finalement. C'est la question de l'authenticité que vous évoquiez, et accompagnée du non-jugement qui permet justement aux choses d'advenir. Oui. Et là, ça permet de redécouvrir que la quasi-totalité des humains sont des personnes remarquables, profondément éthiques, profondément bienveillantes, pour ne pas dire bienfaisantes, et aspirant profondément à être utile et positive envers le commun, envers ce qui fait commun, envers ce qui fait société, et profondément inspiré pour y contribuer en quelque sorte. On fonctionne pratiquement tous comme ça. Il n'y a que des personnes qui seraient atteintes de troubles mentaux particuliers qui pourraient dysfonctionner de ce point de vue-là. Mais moi, j'ai jamais rencontré de personne qui soit malveillante ou malfaisante intrinsèquement, quoi. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas, sauf trouble pathologique. Oui. Et ce que vous venez de dire en plus, cette notion qui est souvent ressortie et que vous venez de dire, le ressenti, j'ai tendance à constater que ce ressenti, quand on l'accepte, il peut mener à l'authenticité. Parce qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des purs esprits. Et justement, ce qui nous rend humains, ce qui fait notre humanité, c'est un subtil mélange de raison et d'émotions. Donc ça peut partir des ressentis, être capable d'arriver à écouter ces ressentis, les exprimer. Alors et là, on est dans l'intelligence émotionnelle assez poussée, quand on est capable d'identifier et d'exprimer à autrui. Et une chose aussi qui peut peut-être driver tout ça, que j'ai essayé d'expliquer à mes étudiants lorsque je les préparais au concours d'éloquence, c'est le fameux lâcher prise. C'est qu'à un moment donné, vous allez être face à une falaise, il va y avoir du vide, vous faites un pas et adieu va en fait. Lâcher prise. C'est ce que j'allais souvent dire, vous avez appris votre texte, maintenant il faut apprendre à l'oublier. Il faut apprendre en fait à ressentir votre environnement, ce qu'il y a tout autour de vous, car ce que vous avez écrit, il n'y a que vous qui êtes au courant en fait. Ce qu'il y a dans les coulisses du tournage, personne ne le sait. Ce qui se passera sur scène, ce sera vous et vous-même. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez écrit, vous ne le redirez pas exactement sur scène. Il va se passer d'autres choses. Parce que vous allez être touché par plein d'influences extérieures qui vont vous driver consciemment ou inconsciemment. Et le lâcher prise, c'est de se dire, c'est pas grave, on y va. Et c'est très dur, hein. C'est très très dur. C'est vraiment très dur. Mais une fois que les étudiants arrivent à s'en saisir, eh ben, qu'est-ce qui peut les arrêter? Rien. C'est marrant parce que cette autorisation au lâcher-prise que vous mentionnez sur scène, en fait, il existe dans la vie. C'est-à-dire que quand on rencontre des opportunités, c'est ça la sérendipité. Hein, il y a une phase 6 dans la démarche Portfolio qui fait référence à la sérendipité. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il est possible de faire. Là, j'ai une nouvelle opportunité. Elle produit du sens et de la résonance pour moi. Je m'autorise à l'attraper, cette opportunité, et à me lâcher pour saisir ce que je n'avais pas prévu, puisque c'est le principe même.
Et c'est comme ça qu'on écrit sa vie. Et là, c'est des vies enthousiasmantes. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce que fait un voyageur explorateur, c'est-à-dire quelqu'un qui se lance, qui se dit je vais traverser l'Europe à vélo et je sais que je veux voir le Cap Nord, mais je ne sais pas encore par quel chemin je vais y aller. Et il se lance et puis il fait les étapes les unes après les autres et il saisit les opportunités aux rencontres, au bivouac. Et en fait, sa découverte du monde se fait de cette façon-là, par le lâcher-prise et le laisser advenir ce qui advient. Et ça me renvoie à un point essentiel que j'avais défendu en 2008 dans un colloque sur les technologies éducatives. C'est le fait que l'accompagnateur à la démarche Portfolio est avant tout un apprenant. C'est un aventurier qui apprend au fur et à mesure qu'il accompagne, en fait. C'est-à-dire que c'est évidemment des apprentissages distanciés, plus composés, plus complexes que ceux de l'apprenant qui, lui, réfléchit sur lui-même. Mais dans l'accompagnement, il y a une dimension d'apprentissage qui est fondamentale, aussi bien sur soi que sur sa compréhension des autres, que sa compréhension du monde, que de la compréhension de ce que produisent ces questions miroirs, ces incitations à la réflexion, aussi bien sur le groupe que sur son propre rôle dans le groupe, quoi. Et en fait, c'est un cerveau en éveil. L'accompagnant est un cerveau en hyper-éveil. Pour moi, c'est celui qui apprend le plus, en fait, dans l'accompagnement. Mais c'est ce que je disais souvent aux étudiants. Je leur dis, mais vous savez, je pense que j'apprends beaucoup plus de vous que ce que vous allez apprendre de mon enseignement. Hein. Et ce que vous venez de dire, je pense que c'est un peu l'apanage de tout enseignant. On avance toujours dans une forme de brouillard. On a beau se doter, avoir un arsenal d'outils, de méthodologie ou autre. Lorsqu'on construit quelque chose dans notre petit laboratoire, dans notre petit cocon et qu'on le ramène dans le réel, on se dit, ah, ça passe pas, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut faire quelque chose parce qu'ils sont devant nous, le rideau est levé, et il faut y aller. Et ça, je pense que moi, le fait que j'ai pris beaucoup de plaisir et que je prends beaucoup de plaisir à enseigner, c'est que j'ai abandonné dès le départ l'idée de faire des choses entre guillemets bien ou parfaites. C'était pas possible. C'est l'une des premières choses que je leur ai dit à mes étudiants quand je les ai rencontrés, c'est que j'étais pas un bon prof, mais que j'avais envie d'être un peu moins mauvais à chaque fois, mais je trouvais ça très fun à faire comme activité. Donc, il fallait qu'ils soient sympas avec moi. Et c'est le cas aujourd'hui. C'était hier, j'ai discuté avec un collègue et je lui ai dit, mais si tu savais toutes les conneries que j'ai fait depuis que j'ai enseigné cette matière, je me dis, mais il y a des choses. Aujourd'hui, ces conneries me paraissent énormes, alors qu'à l'époque, ça me paraissait cohérent. Justement, cette idée de donner une méthodologie, de les rendre implacables sur la méthodologie, sauf qu'en faisant que ça, principalement ça, on est passé à côté de l'engagement qui était l'authenticité dans cette démarche. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la plus grosse erreur à pas faire. Oui, c'est un peu l'opposition qu'il peut y avoir entre l'ingénierie, où on programme tout, on calibre tout, on chronomètre tout, dans des matrices hyper précises comme on demande dans Calliope, par exemple, hein. Et puis ce que j'appelle le jeu, mais le jeu en pédagogie, c'est-à-dire le fait d'inventer dans l'instant la situation ludique qui permettra au savoir d'advenir d'être pris en conscience par celui qui apprend et finalement de réintégrer la dimension du plaisir dans l'apprentissage. Oui. Mais des fois, ça demande des longs chemins. Ça dépend d'où on est, si on est stressé ou pas en tant qu'enseignant, etc. Chacun fait son chemin là-dessus. Mais je pense que l'accompagnement à la démarche Portfolio a cette ouverture de laisser le droit à l'erreur. Et comme disait un certain qualiticien japonais, c'est qu'on a le droit dans la vie de faire toutes les erreurs, mais jamais deux fois la même. C'est donc de toujours tirer les apprentissages de là où on se trompe, pour faire mieux la minute d'après, en quelque sorte. Oui. Ce que vous venez de dire, ça fait écho à une pensée que j'ai eue, à une discussion que j'ai eue avec une doctorante il y a 2 jours. Et je lui avais dit, mais le problème qu'il y a avec les ingénieurs pédagogiques,
c'est voir les ingénieurs pédagogiques uniquement comme des personnes qui vont aider à la construction d'un cours. Et que si ces ingénieurs pédagogiques ne vont jamais sur le terrain, ne vont jamais co-animer, ne vont jamais en salle de classe avec l'enseignant, ils vont rester sur une construction qui est en isolation clinique, qui est dans un espace aseptisé, mais ils ne sont pas dans le réel. Et si on veut accompagner les enseignants et qu'on se ferme la porte à la salle de classe, qu'on se ferme la porte au réel, eh bien, en fait, on va créer des chimères qui vont rester dans un univers parallèle, mais qui n'est pas celui des enseignants, qui n'est pas celui des étudiants. Donc, là, je dérive parce qu'on quitte la démarche portfolio, mais ce que vous venez de dire a fait écho à ça précisément. Ouais. Oui. Mais ça vraiment, pour rassurer les enseignants qui voudraient devenir accompagnateurs à la démarche portfolio, c'est un point important à intégrer. C'est l'idée qu'on apprend à accompagner la démarche portfolio en la faisant pour soi-même et en accompagnant des étudiants et en s'autorisant à faire des erreurs pour apprendre à accompagner en fonction de qui on est soi-même, en fonction de son âge, de son expérience, de sa position principale, de son regard sur la vie, etc. Mais en restant dans une posture soi-même d'apprenant permanent à partir de ce qu'on vit, de ce qu'on travaille, du voyage qu'on fait finalement avec les étudiants. Voilà, si on considère son enseignement, sa carrière d'enseignant comme un périple, comme un voyage autour du monde, on peut apprendre à enseigner, à accompagner dans la démarche portfolio de façon beaucoup plus flexible, à s'autoriser des erreurs, à s'autoriser des découvertes et à les partager avec ses apprenants, puisque tout le monde s'enrichit dans cette démarche. C'est une démarche très, très sociale et très socialisante aussi. Oui. Énormément. Et je me rends de plus en plus compte quand on arrive à essayer de développer des moments de démarche réflexive en dehors du cadre scolaire. Il y a eu la salle de sport, il y a eu le concours d'éloquence, il y a eu en ce moment il y a le jeu de rôle que j'expérimente avec un petit groupe. Et c'est une découverte. Ce sont des découvertes géniales. Elles sont géniales parce qu'elles sont profondément authentiques et parce qu'elles sont partagées. Et là, je vois justement que le temps défile, qu'on a beaucoup discuté. Je pense qu'on pourra encore discuter un long moment. Si on devait justement conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire, un message à faire passer à la fois aux étudiants et aux enseignants concernant la démarche portfolio? Je dirais que la démarche portfolio est un cadeau à se faire à soi-même à n'importe quel moment de la vie. Une vie, j'allais dire d'une vie adulte où on est conscient du pouvoir qu'on a à construire sa vie par soi-même. Un cadeau à se faire à soi-même et un cadeau à faire à ceux qui nous entourent, aux étudiants bien sûr. Moi, on peut utiliser des points de repère qui sont quand même pédagogiques, c'est-à-dire pour augmenter son pouvoir d'agir dans la conduite de sa carrière, dans la navigation professionnelle, dans la façon d'aborder les transitions professionnelles, dans la façon de se repositionner, de se réenrichir, de se redéfinir tout au long de la vie, quand on veut changer de boulot, quand on veut changer de contexte de vie, quand on veut changer d'employeur. Je dirais que la démarche portfolio, c'est vraiment, pour moi, c'est un cadeau. Que ceux qui l'ont inventé, ils sont nombreux, parce que finalement, aujourd'hui, c'est devenu un concept partagé mondialement. C'est un cadeau que les humains se font à eux-mêmes pour être plus humains. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment génial.